il est magique celui-là. Et alors les points cadeaux à pompe à essence, ça je sais pas où vous êtes allé le chercher. Alors j'imagine qu'il y a une période où effectivement il y avait toutes sortes de points. Ça a été écrit à l'époque. Mais alors, ça c'est énorme. Les stations-service distribuaient des points cadeaux tout le temps. Et donc, pour la première édition, c'est sa quatrième réédition, ce livre, hein, il a été écrit 4 fois. Le premier éditeur, j'avais récupéré plein de points cadeaux et je donnais un point cadeau avec le livre aux gens qui me l'achetaient. Donc il y a des gens qui ont des super collecteurs, parce que je reportais le numéro du point cadeau sur le livre. Mais oui, c'est parce que ça me faisait marrer cette histoire de points cadeaux. En tant que journaliste, il a beaucoup roulé en fait. Ça me faisait marrer cette histoire de points cadeaux, je trouvais ça absurde, les points cadeaux. Et donc oui, il y a un pompiste fou qui, en échange de points cadeaux, promet des lots complètement délirants. Et voilà. C'est difficile à raconter parce que c'est un peu n'importe quoi. Non mais c'est juste, non c'est énorme parce qu'on est dedans, on n'est pas tous de la même génération, mais voilà, il y a eu effectivement ces points où on essayait de chercher la pompe à essence dans lequel on allait pouvoir avoir les points pour avoir le cadeau. Là, les cadeaux, ça peut être un troupeau de moutons, une vache, où il y a un fauteuil surdimensionné, ça rentre pas dans la voiture, alors que il y a les deux personnages qui sont en train de courir après l'arbre qui a été piqué par les deux uluberlus écolos verts, donc ils veulent c'est du grand n'importe quoi. Ils s'arrêtent dans la même station essence parce qu'ils veulent, ils y tiennent. Alors ils ont fait le plein. Le plein, ça leur a coûté une blinde. Ils le veulent leur fauteuil. Donc en fait ils s'arrêtent. Ils reviennent chercher le fauteuil, sauf qu'ils vont croiser l'autre équipe qui cherche aussi les arbres. Et là au milieu de ça, il y a le pompiste. Parce que le pompiste, lui, il n'est pas tout à fait net non plus, hein, effectivement. Et il a vraiment un rôle clé parce qu'à la fin, il fait vivre un enfer à ce biochimiste. Et voilà, c'est fabuleux ce passage-là, franchement. On en a beaucoup parlé avec Alex. C'est un passage qui m'a posé beaucoup de problèmes et donc il a été édité chez son premier éditeur. Et après, il y a Patrick Rénal, donc de la série Noire, qui vient et qui dit ouais, je te le rachète et tout. Est-ce que tu peux regarder un coup avant qu'on l'envoie pour le réédite et là, je le relis. Et je m'aperçois que, parce qu'il y a une valse entre 4-5 voitures, enfin tout le monde se croise dans la station de service, je me suis aperçu que j'en avais oublié une. Il y a des personnages qui arrivent et on ne sait pas ce qu'ils viennent. Et comme ça gigote beaucoup, tous les lecteurs, personne ne l'avait vu. Il y a quoi qui l'a vu. Puis, oh là là, et il manque des trucs. J'étais obligé de réécrire toute cette scène parce que voilà, j'avais oublié. Il y a des personnages qui arrivent et puis on n'en parle plus. Et donc j'étais obligé de tout reprendre et personne ne l'a vu. Donc ça, dans la première édition, personne ne l'a vu. Il y a un autre point, c'est sûr. Oui, vas-y, Alex. Il y a aussi des chapitres qui semblent encore plus absurdes que l'histoire elle-même. C'est l'histoire du perroquet crête rouge et étouffe sous les ailes. Et également le drosophile lubrique, le bousier lubrique. Alors, ces chapitres-là, il faut quand même les lire parce que c'est quand même important. On les retrouvera dans l'histoire parce qu'ils jouent un rôle très très important, notamment ce fameux ethnologue Castaldi. Ouais, alors, il faut expliquer comment les choses se font. Alors, c'est pas toujours très glorieux, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de temps pour écrire ce roman. Donc je l'ai écrit en 8 jours. La première version, je l'ai écrite en 8 jours. Donc j'ai fait ça 12 heures par jour, sans manger le midi, etc. Donc j'ai écrit ce qui passait par la tête et au fur et à mesure que ça se déroulait. Et puis autour, j'ai écrit un chapitre, deux chapitres. Je savais en gros où je voulais aller, etc. ce que j'avais raconté. Mais un chapitre, deux chapitres, puis le troisième jour, chapitre 3, je commence à raconter l'histoire d'un perroquet dans la jungle. Ça n'avait aucun rapport. Et comme j'avais le temps de presser, parce que l'éditeur, j'avais pris beaucoup de retard, je lui avais promis, oui, j'ai écrit, et j'avais rien écrit du tout. Et donc, il fallait que je lui rende à la fin de la semaine, en tout cas, une première version. Donc chaque jour, il fallait que ça soit un ou deux chapitres, j'avais pas de temps. J'aurais eu du temps après, une fois que je lui ai envoyé le manuscrit, il l'aurait lu, il me l'aurait renvoyé, je pouvais tout reprendre, tout corriger, tout améliorer. Il fallait que je lui donne une version. Mais j'avais pas de temps. Donc troisième chapitre, je commence à partir sur je sais pas ce qui m'est arrivé, à raconter la vie d'un perroquet dans la jungle et tout. Ça n'a aucun rapport avec mon histoire. Et là je me suis dit, une fois que j'ai fini ça, je me relis, puis je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait? Je me dis, bon, je vais m'imposer comme contrainte que tout ce que j'ai fait,
ça me resservira à la fin. Et j'ai continué comme ça. Du coup, après, j'étais obligé de raconter les histoires d'un ornithologue qui s'appelle Oliver Castagni, qui va être prisonnier d'Indiens, qui s'appelle les Indiens Makroka. Et voilà. Et il fallait que je me démerde à la fin pour que ça finisse avec mon histoire, que ça colle avec mon histoire. J'ai réussi, je pense. Et le truc qui est marrant, c'est que la Bibliothèque de littérature policière à Paris a fait rentrer à immortaliser. Donc le perroquet s'appelle le perroquet vert à deux crêtes et tout rouge sur les ailes. Donc c'est une espèce à qui la nature a compliqué la vie pour se reproduire et surtout pour se reproduire. Le pauvre perroquet, il lui arrive plein de trucs compliqués pour se reproduire et c'est un peu son objectif. Et donc la Bilipo, la Bibliothèque de littérature policière à Paris, qui était un gros annuaire des crimes, des armes, qui fait un gros travail encyclopédique, a fait rentrer le perroquet vert par sympathie dans l'encyclopédie. Et voilà. Et surtout, les gens m'ont tellement parlé de mes Indiens Makroka, qui n'ont strictement rien à voir a priori avec l'histoire, que par la suite j'ai écrit 2 autres romans et j'en suis en train de faire un gros énorme, toujours avec les Indiens Makroka, parce qu'on me dit les Indiens Makroka, les Indiens Makroka. Et voilà. Et tout ça, en fait, c'est simplement de la tambouille pas toujours très glorieuse d'auteurs qui ont fait des choses et puis voilà. Et j'aime beaucoup la littérature à contrainte et très souvent, plus il y a de contraintes, mieux c'est. Non, mais c'est vrai, on dit que c'est libérateur, mais c'est vraiment. Plus d'inspiration pour vous arrêter de dormir en fait. Voilà, mais en revanche, je vais lui demander l'adresse de son dealer parce que ça a l'air d'être de la bonne. C'est vrai que... Ça doit être Panzani ou Ivoire Carré, hein, c'est pas plus compliqué. Dans l'histoire de la contrainte, c'est bien parce que bon, c'est très bien Adios Noir, mais 2 secondes là-dessus. J'ai d'autres personnages que Harry Dixon et il y a beaucoup d'auteurs que je démarche. Après avoir choisi un titre et une couverture, je fais dessiner une couverture par quelqu'un, je plaque un titre dessus, et après je vais dire à machin qui s'ennuie à écrire ces histoires de trucs et de machin, est-ce que tu veux pas faire une parenthèse et puis écrire l'histoire du singe à 2 têtes d'après cette couverture. Et ça les amuse beaucoup, les auteurs, en fait. Ils se libèrent complètement, c'est une vraie création. Ça permet d'aller chercher au fond de leur imagination un truc auquel qu'ils auraient abordé de manière beaucoup plus rationnelle ou plus lente ou plus construite. Là, ils lâchent le bouchon et ça donne des choses assez amusantes. C'est très bien, la contrainte. Et pour parler de moi, puis vrai, je ne vais pas que parler de moi, cette histoire de perroquet, c'est un truc complètement fou. Donc, en fait, le perroquet, la nature lui a mis des tas de contraintes, il est obligé de vivre en symbiose avec un insecte qui s'appelle le Doryphore bousier, etc. Bon, le Doryphore bousier, le bec, etc. Donc les interactions entre l'insecte et le perroquet font que le perroquet va arriver à ses fins et arriver à féconder la femelle. Et en fait, des années après, je reçois un coup de téléphone d'une scientifique italienne qui me dit, écoutez, je fais partie des groupes de recherche encore sur l'évolution darwiniste et tout ça. On m'a parlé d'un perroquet, donc vous seriez le spécialiste. Je vous jure que c'est vrai. Et un perroquet, vous seriez le spécialiste. Et alors, ce dont on m'a raconté sur ce perroquet, c'est incroyable, parce que ça correspond totalement à mes théories. Alors là, moi, j'étais super mal. J'ai raconté n'importe quoi. Et donc je me disais, mais cette pauvre dame en face, elle a des théories qui colleraient à ça. Et je me dis, elle est peut-être mal barrée votre communauté scientifique. Elle était super déçue. Mais voilà. Oui, j'imagine sa déception. Alors, effectivement, donc c'est le perroquet vert à 2 crêtes et tout rouge sous les ailes. Je vous prie de croire que c'est cité plus. Alors, j'imagine que le copier-coller doit être sympa à ce moment-là, parce que vous avez dans certains. Voilà, c'est répété plusieurs fois, et je vous assure qu'on ne se lasse pas de se le redire. Et donc, oui, c'est loufoque, mais ça marche super bien, c'est vraiment efficace. Pour revenir sur la notion de création, donc là c'est la 4e version, donc ce que vous disiez. À la fin, donc ça nous a beaucoup interpellé avec Alexandre. Donc à la fin, il y a une partie qui s'intitule, donc le livre est terminé, et c'est Réponse aux questions fréquemment posées. Et c'est pas si courant qu'on a ça donc à la fin du livre. Donc nous qui sommes libraires, c'est intéressant. Il y a certaines questions que j'aurais jamais osé vous poser, certaines, notamment une ou deux, j'aurais pas pu vous poser ce genre de questions. Mais on se dit, voilà, nous libraires, on essaye vraiment
d'être original, voilà, on lit les livres, on essaye vraiment, voilà, on en tire le meilleur du jus, on essaye de faire quelque chose d'interactif, d'intéressant pour les personnes qui ont la gentillesse de venir. Je me rends compte que on a tous la même idée, on essaye tous d'être original, donc qui a eu l'idée en fait de remettre ces questions, alors certaines redondantes, certaines certainement pénibles, je pense, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 10 fois qu'on pose la même question dans une librairie, plus de en avoir ras-le-bol. Et du coup, c'était vraiment intéressant. Et merci pour la contrainte, parce que du coup, il fallait pas qu'on pose celle-là. Oui, j'ai eu des questions qui sont revenues régulièrement. Et j'ai eu, pour finir, c'est un roman qui traite de la constipation en fait. Et un jour, j'ai une dame, j'étais officiel de la Bastille à Paris, donc c'est un grand festival, il y avait la queue chez des auteurs plus connus que moi et tout. Et j'ai une dame qui arrive avec un exemplaire tout défraîchi de La santé par les plantes pour se faire dédicacer. Et bonjour madame et tout. Et elle s'approche comme ça et elle me dit, elle me dit ça, elle me dit, vous savez, moi aussi. Voilà. Et donc je dis, bon, j'ai trouvé mon public. Et vous, du coup, est-ce que... alors, je ne vais pas vous demander si vous êtes constipé, rassurez-vous. Est-ce que, voilà, il y a dans cet exercice de rencontre auprès des libraires, parce que nous, c'est un exercice qu'on aime vraiment faire, on y met tout notre cœur. Et est-ce qu'il y a, voilà, un côté redondant, peut-être à un moment donné, surtout là, notamment pour vous aussi, mais le livre a une vie. Et est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas fatigué de répondre aux mêmes questions? Est-ce qu'on voudrait être juste... C'est une vraie question existentielle pour nous. Il y a deux choses. On doit quand même donner une réponse aux questions de la personne, c'est-à-dire la renseigner d'une manière honnête et tout. Et en plus, c'est comme les dédicaces, et à chaque fois, on a un petit jeu, on doit inventer quelque chose de nouveau, sinon c'est pas drôle. Donc l'exercice où j'en suis, moi ça fait quelques années que je fais tout ça, ça reste encore quelque chose de très amusant. Voilà, il n'y a pas encore de redite, c'est à moi d'essayer d'aller fouiller dans le fond là-bas pour retrouver quelque chose de marrant ou de nouveau. Nous voilà rassurés, n'est-ce pas Alex? Alors on va échanger quelques mots, oui. Je voulais juste demander à Robert et à Jérôme, le tome 2 est prévu. C'est prévu pour le mois d'octobre. J'ai donné les fichiers. Il y aura 4 histoires tirées aussi des fascicules. Et la 5e histoire, j'ai tenu à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui l'écrive avec moi. Enfin, on avait écrit une histoire à 4 mains avec un monsieur qui s'appelle Brice Tarvel. Parce que en 2008, quand j'ai commencé à faire mes premières Erickson, j'ai été voir sur le net s'il n'y a pas quelqu'un qui avait eu l'idée aussi de reprendre ce personnage. Bon, je savais que Gérard Dole l'avait fait pour Fleuve Noir et c'est réédité chez Terre de Brume. Dans les années 90, il avait fait ça. Et au moment où moi j'avais commencé à publier mes affaires, je m'aperçois que chez Malpertuis, un certain Brice Tarvel a repris le personnage de Harry Dixon. C'est un vrai personnage. C'est un personnage qui existe en dehors de nous. Et donc il lui a fait vivre des aventures aussi chez un auteur-éditeur. Donc j'avais le choix soit d'aller envoyer des thugs pour qu'il tue Brice Tarvel, comme ça on n'en parlait plus et moi je récupérais le machin. Ou alors de devenir amis, et on est devenus amis à partir de là. Il m'a introduit dans le milieu de la littérature de genre très gentiment. Et donc à un moment on a écrit un Harry Dixon à 4 mains. Celui qui sera dans le 2e tome. C'était pour une anthologie où je lui ai dit ce qui serait marrant, c'est qu'on se mette en scène, nous, Brice Tarvel et Robert Darvel. En plus, lui, c'est pas son vrai nom, moi non plus. Et Tarvel et Darvel, ça fait un peu Dupont et Dupont. C'est venu comme ça. Et donc, la contrainte, c'était chacun notre tour, on écrit un chapitre du truc et on se met en scène, Robert Darvel et Brice Tarvel. On voyage dans le temps avec une... C'est un canapé qui fonctionne avec de la suce quantique et on se retrouve à une date précise, à un endroit précis de Baker Street et pour un temps donné. Et donc on se précipite tous les deux parce qu'on a un désaccord sur l'âge de Tom Wills, l'assistant de Robert de Harry Dixon. Lui, il en fait quelqu'un de jeune, moi j'en fais quelqu'un d'un peu plus vieux, avec beaucoup de répondants que lui c'est plutôt un abruti qui cogne. Et lui, la gouvernante Mrs. Crow, chez lui, c'est une énorme femme, alors que moi, elle n'est pas grosse du tout. Donc on a voulu aller vérifier de nous-mêmes ce qu'il en était pour de vrai à cette heure-là. Et on croise Nicolet, en plus, à ce moment-là, qui avait fait toutes les couvertures des rééditions chez Nouvelles Éditions Oswald, les 105 aventures de Harry Dixon avant les autres.
Il y a des... Parce que Sherlock Holmes, il y a une société des holmésiennes, il y a des tas de trucs et tout ça. C'est un personnage. Il y a un Sherlock Holmes dans la Lune qui a été écrit par je sais plus qui, David Calvo, non? Je sais pas, qui est chez La Talente. Et il y a aussi une fanzone, enfin pas une fanzone, mais... Oui, il y a des gens, il y a l'amicale Jean Ray, donc, qui est à Gand, qui est patronné par un monsieur qui s'appelle André Verbeaujeune. Oui, Jean Ray a écrit énormément de choses sous énormément de pseudonymes et dans énormément de supports. Et ces gens-là épluchent les journaux d'époque pour retrouver, avec le style, avec l'idée qu'ils se sont fait du style, on parlait d'écriture de Jean Ray, ils arrivent à noter que tel texte a été écrit par... Il a fait des bandes dessinées, il a fait de tout. Et donc cet amical Jean Ray a récupéré beaucoup d'inédits et s'est battu très longtemps pour qu'on puisse rééditer toute l'œuvre de Jean Ray, parce que c'était coincé par une histoire d'avocat, d'arrière-petite-fille ou de petite-fille et ce genre de trucs. Ça a été décoincé il n'y a pas très longtemps, et l'édition Alma, donc, qui sont patronnés, si j'ai bien compris, par François Angelier de l'émission Mauvais Genre, commence à rééditer tout Jean Ray de manière raisonnée, avec explication et tout, avec Arnaud Huftier et ce genre d'universitaire. Donc il y a une société. Merci. On va évoquer le Nocturne donc de Laurent Fétis. Donc encore une fois, je vous laisse apprécier la couverture. Donc tout en finesse, on est bien dans le sujet aussi. Voilà, là il n'y a pas de doute donc, par rapport au sujet. Alex, est-ce que tu peux nous évoquer, j'avais commencé à en parler tout à l'heure, si tu peux évoquer le pitch de cet ouvrage, où là on est vraiment là dans un thriller un peu plus classique, mais non moins qualitatif. Oui, là on est vraiment dans du thriller très très sombre. Alors l'histoire, en fait, c'est un journaliste qui s'appelle Jean-François Langlais, qui en 1994 à New York a vécu quelque chose d'assez traumatisant, parce qu'il a traité une affaire de tueurs en série, notamment avec des disparitions d'enfants. Et il a, parce que c'est un très bon journaliste, il a réussi à orienter la police vers le serial killer. Un an plus tard, alors en 1995, il est toujours journaliste, mais son travail lui plaît plus du tout. Il a été en dépression, très très grosse dépression pendant 2 mois. Il a été interné en hôpital psychiatrique d'ailleurs, et il n'a plus vraiment de goût à la vie, justement à cause des événements qu'il a vécu à New York en 1994. Et son patron lui dit écoute, c'est plus possible quoi, les articles que tu me donnes, c'est de la dope, il faut que tu te remettes en scène, donc je te propose de faire un reportage où tu veux, etc. Et donc Jean-François propose de retourner à New York pour essayer de trouver un sujet. Et par hasard, il va se retrouver une fois de plus sur les traces d'un serial killer lié à l'affaire de l'année précédente. Et ça va être un véritable cauchemar. Style avec un grand sourire. Effectivement, c'est vraiment un ouvrage qui fonctionne très bien. Donc on a cette variation qui est classique, qui est utilisée souvent dans les ouvrages. Donc on passe d'une année à l'autre. On oscille entre 1994 et 1995 et on avance. Du coup, chaque fois que vous passez d'une année à une autre, vous avez des éléments qui vous permettent de comprendre et d'avancer dans l'histoire. Donc quand on est en 1994, le personnage est décrit à la 3e personne. Donc c'est vraiment un récit du passé. Et en 1995, vous avez vraiment l'anglais qui dit « je », puisqu'il est vraiment là, encore une fois, au cœur de tout ça. Donc on est dans du réseau de prostitution, dans du porn shop, du sex shop un peu hard, on va dire, dans une ville de New York où on y voit un côté sale, négatif, parce que l'anglais revient à New York, mais dans des conditions très particulières, puisque
il a été catatonique pendant plusieurs semaines. C'est quelque chose qui l'a extrêmement traumatisé. Et, il souffre d'impuissance d'ailleurs. Il souffre d'impuissance d'ailleurs. Et il y a à un moment donné une notion aussi de fantastique qui s'intègre à l'histoire, qui est fait de manière assez fine pour que les polareux, qui ne seraient pas forcément des gens qui apprécient le fantastique, s'y perdent. Donc voilà, ça marche vraiment de manière hyper efficace. Alors c'est dommage, je le croiserai tout à l'heure, mais moi j'ai 2 mots à lui dire sur la fin parce que je suis pas d'accord. J'attendais une autre fin et j'attends surtout une suite. Donc voilà, ça moi j'aurai l'occasion de lui en toucher 2 mots. Pareil, un bouquin qui vous tient jusqu'à tard dans la nuit, très très efficace, avec le réseau Bizarro, un service en ligne, de discussion pour adultes, mais voilà, ça va bien au-delà avec des personnages, une espèce de conspiration qui est fortement présente. Donc vraiment un ouvrage qui fonctionne, qui matche bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme il n'est pas là, Jérôme, je te laisse peut-être la parole si tu as envie d'en parler de ton côté. C'est intéressant aussi. En fait, moi je suis pareil, c'est-à-dire que je prends ce bouquin-là de Laurent Fétis, le manuscrit, et puis finalement je me rends compte qu'à 2h du matin je suis toujours en train de le lire, et puis que ma liseuse tourne en rate, donc du coup je branche ma liseuse et j'attends, il est 2h du matin comme un crétin, un quart d'heure, que je regagne 5% pour pouvoir enfin avoir la fin, quoi. Et donc du coup quand on fait ça en tant qu'éditeur, on dit ça il faut vraiment que je l'édite, il y a un truc. Moi ce qui me plaît dans Laurent, c'est toujours un peu comme les polars et les thrillers, c'est qu'on regarde l'abîme, mais que là on la regarde vraiment en face, il y a vraiment un truc. Il y a cette phrase qu'on a vue en 4e de couverture que j'adore, parce qu'elle dit tout, quoi. Elle dit « Il lâche la hache sanglante qui tient entre ses doigts et me dit en face, le plus tranquillement du monde, j'ai pris beaucoup de plaisir. » Voilà, j'adore. C'est parfait. C'est un mauvais fond, quoi. Hein, oui, finalement j'ai mauvais fond, mais c'est ça qui est chouette en tant qu'éditeur, c'est que du coup on peut vraiment publier les bouquins qui nous plaisent le plus. Et autant je me suis marré sur la santé par les plantes, autant je trouve Nocturne de Laurent Fétis et je me dis faut qu'on fasse ça en fait, faut qu'on fasse peur jusqu'à tard dans la nuit, quoi. C'est notre job. Juste un petit mot sur la couverture. Alors on a fait une couverture avec une boule dans la bouche. C'est une couverture où les gens s'arrêtent beaucoup dessus. Mais ok, j'en ferai pas un poster pour me mettre ça dans mes toilettes ou dans mon salon, hein, on est bien d'accord. Je suis pas sûr pour la constipation dans les toilettes ça marche. Mais juste sur le travail d'éditeur, pour ce texte-là, il nous fallait cette couverture-là. Parce que Laurent Fétis, c'est un auteur qui a un petit peu de bouteille, mais donner une couverture aussi marquante qui fasse que les gens s'arrêtent sur la couverture, eh bien c'est donner une chance supplémentaire au bouquin. Alors, il y a des gens qui détestent, mais au moins il y a une couverture qui laisse pas indifférent. Et donc qui se remarque dans la production globale. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de notre job. Donc quand j'ai vu arriver la couverture, c'est pas moi qui ai choisi l'artiste, on a un directeur artistique qui s'appelle Eric Holstein qui dit ok, faut y aller, comme le caducé avec les femmes. Ok, faut vraiment qu'on y aille, quoi. Chez Laurent Fétis, il a une imagination débordante, il a écrit plein de bouquins différents. Donc c'est vrai que là, ça pourrait... Si je comprends bien, parce que ça donne la tonalité aussi, c'est ça. En fait, pour pouvoir faire l'histoire de Laurent Fétis a été le plus jeune auteur édité à la série noire. Il a commencé à 18 ans, quelque chose dans ce cas. C'est quelqu'un qui a eu une grosse production, qui a plein de choses qui ne sont pas du tout éditées, et qui va du polar léger relativement classique au thriller très sombre. Et j'ai même lu des trucs, des démons, du sexe et des démons, des trucs assez... Il a même repris des comics de Marvel. Ouais, c'est une écriture, c'est un style que j'aime beaucoup, hein, notamment parce qu'il travaille beaucoup ses personnages. On est dedans, il y a une espèce de fluidité, de bien écrit qui est très confortable à lire, très agréable, et qui en même temps parfois nous prend par la main et nous fait regarder des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de regarder. J'en ai vu quelques-uns, il y a une énergie un peu rock, Une énergie un peu rock. Ouais, il y a une énergie assez rock, un peu sombre aussi, de temps en temps. Enfin vraiment, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais lu déjà parce que c'est aussi ça, hein, moi j'avais lu
des bouquins de lui il y a une dizaine d'années à peu près, le Match Double Gang chez Baleine, qui était vraiment chouette. Et parfois il y a un ton relativement léger, le Match Double Gang, c'est tout à fait ça. Un ton assez léger, assez rock'n'roll, assez chouette. Donc c'est vraiment un auteur auquel je crois. Je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Il faut qu'on se dépêche. Il y a même de temps en temps une petite direction à prendre, mais enfin, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup pour voir ça. Juste une chose concernant la couverture. En regardant la couverture, on pourrait s'imaginer qu'il y a de la sexualité toutes les 2 pages, que c'est de la sexualité trash, hard, etc. Alors que pas du tout en fait. Il y a très peu de scènes de sexe, écrites en tout cas. Beaucoup sont suggérées. La seule scène de sexe décrite, c'est quand il est sur Réseau Bizarro avec le témoignage d'une nana qui raconte un petit peu comme dans My Porn, qui raconte des expériences souvent très inventées. C'est justement pour se moquer un petit peu de cette sexualité un petit peu fantasmée, etc. Mais on n'est pas du tout dans 50 nuances degrés. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Ah oui, c'est-à-dire que si vous voulez pimenter de soirée, c'est pas en lisant ça, très clairement. Ou alors vous voulez pimenter, mais une fois, parce qu'après c'est prison. Moi, ce qui m'a bien plu aussi, c'est que ça se passe dans les années 94-95, donc un passé proche. Il y a un passé qu'on a tous connu, mais où on allait à la cabine téléphonique, pas de téléphone, où accéder à Internet, il fallait qu'il y ait un copain qui éventuellement était connecté au réseau. Et donc il y a une distanciation par rapport au passé. On n'est pas du tout dans des choses plus anciennes. Hein. On est vraiment dans un passé très proche qu'on a connu, mais qui est radicalement différent. Quand j'ai lu, ma première réaction, c'est de se dire tiens, il faut peut-être moderniser. En fait, non, il faut vraiment le laisser dans son jus, parce que ça donne un autre goût à l'histoire. Et puis la ville de New York est un personnage à part entière. Il y a des descriptions de New York qui sont vraiment fabuleuses. On est dedans, quoi. Vraiment. Moi qui suis jamais allé à New York, j'avais l'impression d'être chez moi. On avait prévu de lui demander s'il y avait vécu, mais tu le sais, peut-être que pas à ma connaissance. Parce que forcément, alors après, une description de ville qui est un personnage principal, c'est toujours intéressant de savoir effectivement s'il y a un côté réellement fantasmé, est-ce qu'à un moment donné c'est un récit de quelqu'un, ou simplement ce qu'on peut en savoir, et en tout cas si c'est le cas, chapeau à lui d'avoir su la rendre comme ça, aussi prégnante dans l'histoire. Je ne sais pas si ça aurait été Paris ou Bourg-en-Bresse, je ne sais pas si ça aurait même été. Il y a un côté imaginaire américain qui... Oui, c'est un peu ce qu'on avait déjà évoqué. C'est un sujet de débat que j'ai vu il y a 10 ans avec Serge Lehmann, l'auteur de SF, c'est un de ses c'est pourquoi un centre commercial américain tout bétonné avec les sacs plastiques qui volent au vent, ça ressemble à un centre commercial français pareil. Pourquoi le leur il paraît beaucoup plus exotique, où tout est possible, tout plus mystérieux, plus fantastique. Alors peut-être que l'auteur de fantastique nous répond. Ça c'est un vrai mystère, quoi. Il y avait un auteur chez un petit éditeur, un auteur qui s'appelait Eric Tarade, qui avait écrit des polars qui se passaient dans les Landes, où il arrivait à... Je connais Eric Tarade, des polars qui se passaient dans les Landes, où il arrivait à donner un peu une dimension à l'américaine, une espèce de tonalité indescriptible qui fait que si je prends une voiture aux États-Unis, c'est pas comme si je prenais une voiture en France. Et lui, il y arrivait, et Lehmann, je sais que c'était un truc qui l'obsédait, Serge. Vas-y, Romain. Sur Serge Lehmann. Non, sur les lieux. Ouais, moi j'ai eu le problème avec Londres, donc en plus, Erickson c'est pas trop daté, c'est entre deux guerres, mais des fois ça pourrait même être avant la Première Guerre mondiale. Et Londres, j'avoue que j'ai été faire des repérages précis pour savoir si les personnages se déplacent à pied d'un endroit à un autre, si c'est possible, en combien de temps. J'étais parti là-dessus. Donc il y a une structure, c'est le Londres qui existe, enfin qui existait entre 1920 et 1930. Mais mon Londres à moi, il y a des morceaux de n'importe où dedans. Il y a la fosse Dionne à Tonnerre, par exemple, en Bourgogne, là où habite Joselon, un illustrateur. Elle est à Londres. Il y a des endroits, il y a des montagnes, c'est à Londres. J'ai composé un Londres avec tout un tas de choses sur une grille préexistante. J'ai mis des tas d'éléments qui ne sont pas à Londres. Et je m'amuse à chaque fois, c'est que le 92B, quand on descend vers le 0, à chaque épisode, la rue qui est à l'angle, c'est une rue différente. Elle a un nouveau nom à chaque épisode. Pour donner quand même
un petit truc à l'auteur qui irait sur la carte voir si les déplacements sont possibles. Ok, c'est plausible, mais la rue là, déjà, c'est pas la même que la dernière fois et en plus, elle n'existe pas. Donc là, c'est la réécriture imaginaire d'un territoire, alors que plutôt que on peut pas utiliser. Enfin, je veux dire, tu vas pas faire des histoires à Melun. C'est une idée. C'est une contrainte. C'est un challenge. Il y a aussi une histoire. Pour en avoir discuté avec Serge, il y a des histoires de distance, parce qu'effectivement, une course-poursuite à New York est toujours un petit peu plus sexy qu'une course-poursuite qui se commence dans le 20e, qui se termine à Bagnolet, quoi. C'est comme ça. Il y a aussi pas mal de choses qu'on plaque par notre imaginaire sur des séries. Et puis il y a aussi le point du passé, c'est-à-dire que chaque Blaine en France est. Oui, Marseille, souvent, Marseille c'est French Connection. Oui, Gérard Depardieu. La course-poursuite sous le métro aérien de Marseille. Il y a ce poids-là aussi de l'imaginaire, et puis les distances. Tu discutes avec un Québécois, eux ils peuvent faire 400 bornes sans rien, sans un dette, sans un village. Alors nous en 400 bornes, pour trouver un village c'est facile. Quoi. Puis on est tous énervés de séries télé, on est tous énervés de cinéma hollywoodien. C'est peut-être un petit peu dommage parce que la dernière rencontre polar qu'on a faite avec Aurélien Masson et Pierre Guiteau, justement, Pierre Guiteau, lui, il écrit des romans policiers ruraux qui prennent, dont les intrigues se déroulent dans les campagnes françaises et ça fonctionne. Ça fonctionne effectivement quand on parle du Dakota ou de l'Utah ou de l'Arizona, effectivement, on a des images qui nous viennent. Et effectivement, a priori, c'est moins sexy que la Sologne, mais la Sologne, c'est un décor absolument fantastique pour du polar, du cinéma. Comme auteur régionaliste comme ça, il y a Franck Bouis, oui, c'est très bien parce que j'ai discuté avec lui. En fait, on a vraiment l'impression que ces endroits existent. C'est des histoires de paysans perdus dans un hameau, etc. Et c'est pareil, les endroits n'existent pas. Mais l'impression qu'il y a cette truc, c'est inscrit en nous comme New York. Il y a cette même dimension, on fait plus grand que la chose. Pour avoir été à New York, après on va peut-être arrêter de mais on est parti à 4 à New York et on s'est rendu compte qu'on avait 4 images différentes de New York. En tout cas, on cherchait 4 choses différentes. Que ce soit des séries télé, pour retrouver des images. Moi, c'était des scènes littéraires de Jacques Finet, par exemple, New York sous la neige. Et on avait donc tous une projection. Et en fait, tu as raison quand tu dis New York est une ville, est un personnage à part entière dans le Laurent. C'est que le choix des lieux pour les écrivains et pour nous en tant que lecteurs n'est pas anodin, parce qu'effectivement, on y projette d'autres choses. Alors après, tu peux faire un bon polar, un bon roman, ça, c'est pas le problème. Mais du coup, tu le feras peut-être un petit peu différemment. Eh bien, merci à tous. Vous êtes d'une oreille plus qu'attentive. C'est des questions. Le chien dort. Bon, le chien, il est avec son maître. J'ai l'impression que c'est le plus important pour lui. Hein, on est bien d'accord. Il les a déjà mangés. Merci aussi à Monsieur Del Socorro de nous avoir rejoints. Voilà, il fallait le citer. Vous avez, oui, effectivement, certainement des questions, puisque les livres sont à vous, les auteurs sont à vous. Allez-y. Moi, c'est une question très simple, c'est avez-vous des nouvelles de Jeanne d'Arc ? Je comprends la question. Oui, Jeanne d'Arc est en ce moment dans la forêt vierge, avec Ignace de Loyola, et puis comment elle s'appelait, Katharina de Eroso, la nonne soldat. Ils sont en train de remonter l'Amazone pour trouver la roue fulgurante de Jean de Lahire avec ses boy scouts. Donc ça ne devrait pas tarder. C'est une très bonne idée. Joli. Tout va bien. Parce que j'ai beaucoup aimé les deux premiers. C'est gentil. C'est en initié là. Ouais, il y a C'est en rapport avec un fascicule idiot que j'ai écrit. Non, mais idiot. L'impulsion de base, oui, c'est que j'étais invité à Épinal. Il y a un festival de littérature de l'imaginaire. Et je vois sur la route, on passe à. Je ne me souviens même plus Don Rémy. À Don Rémy. Je me suis dit, tiens, là-bas, il va y avoir des vampires, parce que c'était la mode des vampires des trucs. Jeanne d'Arc, vampire, Jeanne d'Arc contre le maître des vampires. L'exploration du système solaire va aussi continuer. Oui, les 4 planètes ont fait une histoire du système solaire en 1920, donc c'est avec l'histoire de contraintes. Je fais dessiner des couvertures par des gens, je leur offre une planète en fait du système solaire, qui c'est par exemple
Pluie de plomb sur Pluton, à chaque fois avec des allitérations dans le titre. Il y a le mousquetaire de Mars, il y a Sérénade Sélénite, donc Terreur terrestre arrive. Il y a Uranus, on a eu quelques petits soucis avec mon épouse et finalement on s'en est sorti de manière assez glorieuse. Ça sera le dernier bus sur Uranus, ou pour Uranus, avec Feuillard qui va... On est content là, on est content. Mais il y a Jupiterodactyle, il y a des trucs comme ça qui vont ça sortira quand ça d'ici Noël normalement. Si les auteurs, Ils y seront à Sèvres. ils seront à Sèvres. Ça, c'est génial d'avoir des budgets comme ça, Uranus, Ouais, et les repérages sont faits et tout. Sur Pluie de plomb sur Pluton, Brice Tarel, il y a été en train quand même. Ah, oui. C'est quand même... C'est à noter. Quelqu'un d'autre avait une question? Vous parliez de votre... Faut l'approcher. On entend ici. Vraiment l'approcher. Vous parliez de votre représentation de votre Londres. Comment ça se passe matériellement? Vous en faites un plan, des dessins, des collages? Non, je pars de comment ça s'appelle les Baedeker, en fait, c'est des guides de voyage de l'époque. Donc je prends des guides de voyage de l'année 1908, 10 à 20, etc. Il y a des plans détaillés de Londres à ces époques-là, avec les rues, les moyens de transport. Il y a le coût des déplacements à chaque fois, et si on va au British Museum, on a la numérotation de toutes les toiles qui étaient là à cette année-là. Les donations, les trucs, c'est un puits de... Le Baedeker, c'est comme le guide du routard, enfin, entre guillemets, c'est même... Je me sers que de ça, ça suffit largement. Il ne faut pas quelque chose qui soit trop... C'est à la fois précis comme un guide, mais il n'y a aucune imagination derrière. Nous, on s'en sert comme on veut. Le British Museum, je peux très bien en faire un dernier étage, où on s'occupe des fascicules, par exemple, parce qu'il n'y a pas en vrai. Mais, voilà. Je fais mon Baedeker à moi aussi.